Alors maintenant, nous allons parler de la partie iSCSI. iSCSI, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un moyen que vous avez avec un serveur. Donc là, il y a un serveur, donc 2012. Et ce serveur-là va se connecter à quoi? Va se connecter à un SAN. À un SAN. Alors, l'avantage, c'est que dans 2012, on peut créer un target qui est l'équivalent d'un SAN. Target. Sur ce SAN, on va créer donc des LUN, ou ce qu'on appelle les disques. Et puis, le 2012 va être ce qu'on appelle l'initiator. L'initiator. Donc on peut utiliser soit la carte réseau qui est intégrée, donc la carte réseau intégrée, ou alors on peut utiliser une HBA, une hardware host bus adaptateur, du type par exemple Emulex ou QLogic, dont le rôle va se connecter à justement à un SAN. Dans ce cas-là ici, eh bien, tout se passe par le réseau, puisque ici c'est du RJ45, hein, donc c'est l'Ethernet. Et donc il faut que le port 3260 soit ouvert entre l'initiator, c'est-à-dire le serveur, qui va se connecter au drive. Donc c'est une connexion finalement qui se fait à distance. Hein. Donc vous créez ici vos disques, et puis après ici les disques vont apparaître sur le serveur, sauf que évidemment les disques se trouvent sur le SAN. Donc on a, voilà, et puis on a d'autres aussi qui est, donc quand on se connecte sur le SAN, on se connecte à travers ce qu'on appelle une AQN ou une adresse IP. Pour une question de sécurité, qu'est-ce qu'on fait? On demande au moins qu'il y ait deux cartes réseau ou deux cartes HBA qui se connectent au SAN. Et puis pour gérer justement ces chemins, imaginons que ce chemin-là tombe et celui-ci devient dans ce cas-là actif, on va utiliser une technologie assez connue qui est le MPIO. Et le MPIO va être une technologie qui va nous permettre, qui veut dire multipass input-output, qui va permettre automatiquement de pouvoir basculer d'une carte à une autre si une carte tombe en panne. Et la carte et le MPIO est une feature qu'on installe sur le serveur qui va se connecter au target. Alors le SAN, dans une logique de nom, hein, c'est la target. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer ce serveur comme si c'était un SAN. Hein, donc on va aller dans Manage. On va aller dans Run and Feature. On va aller dans Next, Next, Next. Et on va aller dans la partie File Server. Ici. On va aller ici. Et puis on va dire que nous, on est intéressé par la partie iSCSI Target Server. Tout simplement. Donc je fais un Next, Next et Install. Donc là, le serveur va faire office de serveur SAN. Stockage. Donc l'installation est terminée. Ici, je vais pouvoir faire Close. Et puis là, dans File and Storage Services, ici, je vais avoir la partie iSCSI. Donc il a automatiquement donc, installé donc, la partie SAN. Donc je vais pouvoir créer un disque virtuel. Ce disque virtuel, ce sera vu ensuite à distance à travers le deuxième serveur qui va être le serveur 2. Vous allez voir par la suite. Donc là, je vais créer un disque ici. Là, c'est sur Online. Ici, sur volume C, je fais un Next. Et là, dans le nom, je vais l'appeler disque 1 iSCSI. Je fais un Next. Je vais mettre 5 Go. Je fais Next. Et là, je fais une nouvelle target. Je fais Next. Ici, target name et access. Donc, on va l'appeler ici SAN 2012. Next. Alors, il n'est pas d'accord, donc on va juste mettre un SAN ici sans le petit underscore. On fait un Next. Et puis là, on va dire qui va se connecter à ce serveur-là. Donc ici, ce que je peux lui dire, c'est simplement mettre une IP adresse. Voilà, value. Et puis ici, je vais mettre l'adresse du deuxième serveur. Alors, je vais vous montrer le deuxième serveur que je vais mettre en place. Voici donc le serveur qui va se connecter, c'est le serveur 2. Donc, c'est bien l'adresse 1.102. Je vais ici et je vais taper ici 192.168.1.102. Et je fais OK. Je fais Next. Ici, on n'a pas d'authentification spécifique, donc on fait Next. J'aurais pu mettre un mot de passe ici, et le mot de passe aura été mis également sur le SAN pour être sûr que c'est les bons. Et je fais donc Create.
Là, ça va créer automatiquement mon target. Je fais close. Et puis, je vais ici créer un deuxième disque dur. Ici, donc, dans Task, on va faire New SCSI Virtual Disk. C'est toujours sur le même. On va l'appeler disque 2-ISCSI. Next. On va également lui donner 5 en taille. Next. Le target, c'est celui-ci, hein, évidemment. Et je fais create. Donc c'est beaucoup plus rapide de créer le deuxième disque parce que j'ai déjà créé ma target. Maintenant, ce disque-là, j'ai besoin de pouvoir sauvegarder des données. Imaginons que j'ai installé SQL, je vais l'installer en cluster, donc je vais l'installer. Donc déjà, je vais faire en sorte que mes disques apparaissent ici. Donc je vais aller dans Tools. Et là, je vais dans SQL Initiator. Donc je fais Yes. Donc il va mettre en place le service, il va m'ouvrir les ports du pare-feu. Et ici, la target. La target, donc c'est, vous vous souvenez, c'est le contrôleur de domaine 1.5. Je fais un quick connect ici, et là je suis connecté. Je fais done. Ici dans Properties, j'ai les informations. Dans Discovery, c'est Discover, Favorite Target, Volume and Device, je fais auto-configure. Et là automatiquement mes deux disques viennent d'apparaître. Donc ici je fais OK. Maintenant si je vais dans ma gestion des disques, donc ici je vais dans Disk Management, je vais voir apparaître mes deux disques ici. Voilà, et les disques viennent d'où? Ben, les disques viennent du serveur SAN, hein, enfin, c'est-à-dire du serveur 2012, qui me sert d'endroit pour stocker mes données. Et donc ici, j'ai plus qu'à aller faire un bouton droit ici, hop, de mettre online le disque, de faire la même chose ici. Et puis après, une fois qu'ils sont online les deux disques, je peux l'initialiser. Ici, sur un bouton droit, j'initialise mes disques. Du coup, je prends les deux. Et à partir de ce moment-là, je peux évidemment créer un volume. Donc c'est tout simple. Voilà, et je fais un perform switch, je fais la même chose ici, e-format, et je peux également ici faire un autre volume. Voilà. Donc là j'ai deux disques ici, et maintenant je vais pouvoir sauvegarder les données dessus. Alors très intéressant pour l'hyper-V clustering ou pour du clustering tout seul. Donc voilà mon disque E et F. Voilà comment fonctionne la partie donc SCSI Target Server. Bunchcache. Bunchcache est une solution très intéressante pour pouvoir optimiser le WAN. Alors on imagine que ici j'ai mon headquarter, c'est là où j'ai mes file serveurs, donc mes serveurs de fichiers. Et puis ici j'ai une connexion WAN. Et puis je me trouve ici avec une autre filiale, donc un sous-réseau. Sous-réseau. Et là j'ai une ligne de 256 kilobits, donc qui n'est pas très rapide. Et puis j'ai un autre lien vers un autre sous-réseau, qui se trouve lui, alors imaginez que celui-ci est à New York, ici, donc celui-ci est à New York, celui-ci par exemple est en Espagne, et celui-ci est à Londres. On va enlever le petit S à Londres. Voilà. Ce qui se passe, c'est que ici, s'il y a un utilisateur ici qui se trouve en Espagne, il a besoin de récupérer ici sur un file server, donc à travers le protocole SMB, le protocole de partage, il veut récupérer un fichier qui s'appelle par exemple rapport.docx. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va récupérer ce fichier, donc on va voir s'il est ici, il va récupérer donc un indicateur plus le hash du fichier, on verra ce que c'est plus tard le hash. Et puis ce qui va se passer, c'est que du coup, le fichier va être envoyé et va être stocké sur son ordinateur. Donc c'est vrai que la première fois, ça va peut-être prendre une minute. Et puis s'il y a un de ses collègues ici qui a besoin du même fichier, si vous avez configuré le mode cache en mode distributed, le fichier ici, l'utilisateur va demander est-ce que quelqu'un sur mon réseau a le même fichier? Lui va répondre moi je l'ai. Et le rapport.doc, au lieu qu'il soit envoyé du serveur ici, sera envoyé ici, sera récupéré directement sur le poste d'utilisateur. Donc là vraiment c'est du peer-to-peer, hein. Peer-to-peer réseau. Après on a un autre qui est le mode hosted. On imagine qu'à Londres il y a 50 personnes. Et là j'ai une solution un peu plus corporate. Dans ce cas-là j'installe un serveur ici 2012 avec la feature
branch cache. Et ce qui se passe ici, c'est que j'ai plusieurs utilisateurs ici qui se connectent, toujours le même principe. L'utilisateur a besoin d'un fichier qui s'appelle devis.xls. Il va le demander au serveur va le récupérer, mais va le récupérer donc pour l'utilisateur, donc il va prendre environ 1 minute la première fois, et va le stocker sur ce serveur-là. Si un deuxième utilisateur a besoin du même fichier, ben, il va le récupérer ici localement, au lieu de le récupérer sur le poste d'utilisateur. Donc là, on est en mode hosted. Le mode branch cache fonctionne pour plusieurs protocoles. Déjà le protocole HTTP, HTTPS. On imagine ici qu'il peut y avoir un web server, un site sous 2IS, je sais pas, un site intranet. Sur le site intranet, il y a des documents que vous pouvez télécharger. Donc par exemple, il y a les PDF qui sont disponibles à télécharger. Donc l'utilisateur, même principe, dans les deux cas, va ouvrir son navigateur IE localement. Et la première fois qu'il va se connecter, ça va ouvrir le PDF, ça va l'envoyer sur son poste, le PDF, ou sur le serveur branch cache. Et si un autre utilisateur ici a besoin de se connecter sur le site intranet, ça va le récupérer directement ici localement. Ça marche également pour tout ce qui est SMB, évidemment le partage, on vient de le voir, et ça marche également pour le protocole BITS, utilisé par exemple des produits comme Windows Update Services ou System Center Configuration Manager. Donc ici on a vu deux cas de figure. Imaginons que vous avez un site SharePoint, ça tombe bien, ou un site sous 2IS. Et puis vous voulez activer le branch cache, il y a juste à installer la Future Branch Cache. Donc on va dans Futures et on installe la Future Branch Cache. Si par contre c'est à être installé sur un file server, il faut faire plusieurs choses. Il faut installer le branch cache for network files. Donc il y a un branch cache for network files, toujours pareil. File files, vous le verrez dans la partie, dans le rôle file, hein, on verra après. Deuxièmement, vous devez enabler, donc faire un enable du branch cache. Donc ça c'est le 1, le 2, et en 3, vous devez enabler le branch cache, donc on va le mettre ici, donc enabler le branch cache sur directement le share. Voilà. Et si vous avez un branch cache en mode hosted, donc comme ce cas-là ici en mode hosted, tout ce que vous avez à faire ici, c'est d'activer la Future Branch Cache. Future Branch Cache. C'est tout. Aussi simple que ça. Voilà, donc pour ce lab, qu'on va faire, c'est qu'on va activer le branch cache pour le serveur, pour des shares. Donc on va aller dans Manage, on va aller ici dans Add and Role Future, on va faire un Next, Next, Next. On va aller ici dans tout ce qui est File, ici, ici, et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici le branch cache for network files. Donc ça c'est utilisé vraiment pour optimiser l'accès WAN, vous l'avez bien compris. Hein. Donc branch cache ici for network files, j'ai juste à faire next. Et puis ici je fais next. Et là je fais install. Voilà, donc je vois que le branch cache a bien été installé, close. Et puis maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller exécuter donc la commande pour pouvoir me connecter à la stratégie locale de ce serveur. Donc là je laisse GPMC, donc je suis sur le groupe Policy Editor local, et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller dans la partie Computer Configuration. Je vais aller ensuite dans la mission template, je vais aller sur la partie réseau, puisque c'est la partie réseau, et là j'ai branch cache. Alors avant tout, je vais d'abord aller dans la partie network et LANman. Voilà. Donc là, dans LANman server, en LANman result, ici, dans Setting, je vais dans Hash Publication for Branch Cache, Hash Publication for Branch Cache, et je fais Enable. Et ici, dans Hash Publication for Branch Cache, ici, je mets Allow Hash Publication only for shared folder on which branch cache is enable. Ce qui est plus logique. Parce qu'il ne va pas activer le branch cache pour des partages où j'ai pas besoin de branch cache. Donc je fais OK. Et puis je ferme la policy ici, tout simplement.
ici. Alors ensuite je vais aller simuler une connexion LAN, donc je vais dans Windows Settings, et là dans QoS, ici je fais un bouton droit, et je fais une nouvelle police ici. Ici je vais mettre vitesse, je vais mettre 1, tout simplement. Et je vais limiter la vitesse. Alors, j'ai évidemment pas mis les vitesses ici. Voilà. Et je vais limiter la vitesse ici à 100 kilobits. Donc là, vraiment mettre une vitesse lente. Hein, j'ai même pas une 128, donc vous imaginez la vitesse. Hein. Donc je fais Next. Je mets toutes les applications ici. Je fais Next et je fais Finish. Voilà. Donc c'est bon, le branch cache a été activé au niveau du LANman, hein, que je vous montre à nouveau ici, branch cache, ici c'est activé, et également là je vais simuler donc une vitesse LAN. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais aller ici et je vais créer un répertoire qui va être ma partage, new folder, je vais appeler document. Donc on va partager ce document, on va aller dans ici le bouton droit, Properties, on va aller dans Sharing, on va faire Share, pardon, excusez-moi, on va prendre Advanced Sharing évidemment. Voilà, dans Permission pour l'instant je mets tout le monde en OK. OK, je vais dans Partie Security, je vais dans Edit, je vais dans User et je lui dis que tous les utilisateurs peuvent écrire. Évidemment en production, évitez de faire cela. Voilà, donc je fais Close, c'est fait. Donc je retourne sur ma Properties, je retourne dans Sharing, je regarde si c'est bien fait. Là je vais dans Advanced. Hop, excusez-moi, Security. Share this folder. Et là je vais activer dans Caching, je vais faire Enable Branch Cache. Enable Branch Cache veut dire que sur ce partage là, ça sera activé. Le branch cache sera activé. OK. Vérifions que c'est bon. Voilà. OK. OK. Donc toujours vérifier avant de valider. Hein. Je fais Apply. Et je fais OK. Voilà. Maintenant, je vais venir copier dans ce répertoire là des documents. Donc, allez, on va prendre dans Programme Files. On va prendre par exemple Internet Explorer. On va prendre plusieurs fichiers qui n'ont rien à voir avec les documents. Hop là. Je l'ai fermé trop rapidement. Voilà, on va aller dans Documents. Ici. Et puis je vais coller ceci ici. Ok, maintenant que c'est fait, je vais donc créer une policy pour mes clients pour qu'ils puissent se connecter et qu'ils puissent utiliser le branch cache. Donc ici, je vais aller dans ma default domain policies ici et je vais faire un bouton droit. Edit, on voit d'ailleurs, vous vous souvenez, les policies réalisées pour l'IPAM. Donc je vais dans Edit ici et là je vais aller dans Computer Configuration, je vais dans Policy, je vais dans Windows Settings, Policies, Windows Settings et je vais donc configurer le firewall pour qu'il laisse ouvrir donc les bons ports. Donc là je vais dans Windows with Application Security et là je vais créer une nouvelle règle. Voilà, en une bonne rules, new rule. Là ici dans les prédéfinis, je vais faire du content prédéfini, donc branch cache, content retrieval use HTTP, content branch cache, content retrieval use HTTP ici. Je fais next. Je fais next. J'autorise la connexion. Voilà. Ici, toujours pareil, je continue et je crée une autre policy exactement au même endroit en faisant New Rules.
Je vais dans prédéfini, je prends le branch catch et là je vais prendre du pair discovery use. Voilà. Donc là, en mode distributed, au moins je sais que ça va fonctionner. Il va faire une demande ici. Next, next, next. Voilà. Je vais maintenant donc dire que dans ma filiale, enfin la filiale, l'endroit où la connexion est lente, que je vais avoir un serveur ici qui va s'appeler SVR1. Et ce serveur-là, donc ce serveur va faire office donc, de serveur branch cache, comme je vous l'ai dit. Donc là, je vais aller dans Tools, je vais aller dans Add and Role et je vais ajouter la future branch cache. Uniquement la future branch cache, pas pour file, puisqu'il fait office de branch cache for network files, excusez-moi. Donc c'est bien la bonne à installer. Voilà. Et là, ici, je fais un next et j'installe le branch cache. Voilà, donc la feature c'est bien installée, je fais un close. Je vais basculer maintenant sur mon contrôleur domaine. Là, ici. Et puis je vais créer une OU dans laquelle je vais mettre mon branch cache. Et puis le but c'est de désactiver toutes les GPO qui peuvent arriver sur cette OU. Donc je vais dans Tools, Activate User on Computers. Et ici je vais créer donc une OU que je vais appeler branch cache. On va l'appeler branch cache ici, host. Bon, vous avez compris que BC c'est branch cache. Donc je fais un OK. Je vais aller dans computer et puis le serveur 1 ici, je vais le déplacer dans branch cache. Voilà, impeccable. Je vais ensuite aller dans la partie group policies et je vais faire en sorte qu'il n'y a pas de policies qui soit appliqué là-dessus. Donc je vais là-dessus, hein, parce que mon branch cache host doit avoir vraiment une... j'ai pas envie que ma policy, ce que j'ai fait à l'heure branch cache se mette en route. Donc je vais faire bloc itinérance ici. Voilà, comme ça il n'y a pas de souci. Je vais maintenant aller sur mon DC1. Sur mon serveur 1, pardon, mon serveur cache qui est ici. Voilà. Donc là c'est bien le serveur 1. Dashboard. Tools. On va vérifier que je pense que c'est bon. Voilà, branch cache future installed ici, donc c'est bien celui-ci. Ok, très bien. Donc je vais redémarrer ce serveur là, qui prenne en compte ma modif. On va faire un restart. On a mis un choix au hasard. Et on se retrouve après le redémarrage. Je viens de redémarrer mon serveur, donc je vais me connecter dessus. Voilà. Maintenant, donc, je vais aller en PowerShell, donc activer serveur pour lui dire, écoute, maintenant tu vas être un serveur host cache pour l'utilisateur qui viennent se connecter à distance, hein, donc c'est-à-dire ceux qui sont dans la filiale où il y a un problème de performance. Donc BC host. Enable. Donc voilà, j'ai oublié de mettre un espace. Donc BC hosted server. Et là, je fais un register SCP pour que l'Active Directory, donc il mette cette information dans l'Active Directory. Voilà. Alors, je ne suis pas sur le bon serveur. Il faut que je sois sur le premier serveur, donc sur celui-ci. J'étais sur le bon serveur finalement. Voilà. Donc c'est celui-ci en fait compte. C'est le serveur 1 sur lequel je vais me mettre. Donc je fais un enable BC hosted server et je fais un register SCP. Alors, par
contre, il me dit que le service n'est pas installé Branch Cache. Donc, à mon avis, on va aller vérifier ce qui se passe. On va aller dans Manage, Add Rows and Future. Allez vérifier que le Branch Cache a été activé. Ah si, c'est bon. Donc il est activé ici, Installed. Donc il n'y a pas de souci particulier. Donc je fais Cancel. Voilà, je viens de redémarrer le serveur. Ici. Pour être sûr d'avoir bon, redémarrer le bon. Et là, on va relancer le PowerShell. Donc on fait Enable PC Hosted Server. Mince. Je crois que je vais trop rapidement. Régisseur SCP. Là, il me met que il n'est toujours pas activé. Ah, donc d'où ça vient? Alors, voyons voir si j'ai oublié. Alors, effectivement, je crois connaître mon erreur, puisque ici, j'ai bien mis le Branch Cache ici, mais je n'ai pas installé la Future Branch Cache. Et voilà. Donc, le problème est ici. Donc là, voilà, il fait mon Starting Installation. Donc là, il va installer la Future Branch Cache, et à mon avis, ça sera beaucoup mieux. Donc, Starting. Voilà, donc c'est successfully, on le voit bien ici. Donc je retourne sur mon PowerShell. Voilà, et là, voilà, impeccable. Donc si je regarde le statut de mon Branch Cache, BC statut, je vois que ici, on voit qu'il est local cache ici, running, local cache, current mode c'est local cache, voilà. Donc je vois que il est correctement configuré. Je vais maintenant aller à nouveau dans ma group policies configuration et je vais aller toujours dans ma default et je vais maintenant configurer les clients. Donc je vais dans computer policies template, computer policies template, je vais dans network. Et là, cette fois-ci, je vais dans Branch Cache. Donc déjà, je vais dans Turn on Branch Cache ici. Je fais Enable. Je vais valider. Hop là. Et derrière, je valide. On va mettre ça vers le haut. Je valide. Une fois que j'ai validé, je vais dans Enable Automatic Host Cache Discovery by Service Connection. Donc la nouveauté. Donc il va pouvoir enregistrer dans la catégorie qu'il y a bien un Branch Cache configuré, Branch Cache Server. Voilà. Et ensuite dans Enable Automatic Host Cache Discovery by Service Connection Dialog Box. Ici. Donc j'ai mis Enable, donc c'est bon, c'est déjà fait. Ensuite je vais dans Configure Branch Cache for Network Files. Je vais mettre Enable. Il y a une latency ici. Ici, comme je passe cette latence là, je vais mettre 0 et dans ce cas là, quand vous mettez 0, le Branch Cache se met toujours en route. Donc ici, hein. Donc ici vous voyez les informations du Branch Cache. Donc je fais OK. Et puis j'ai pas besoin de lui dire que j'ai un serveur en mode cache, puisque au niveau des SCP, les clients Windows 8 vont pouvoir automatiquement récupérer la config à partir de la catégorie. Donc je ferme ça. Je ferme ça. Et nous allons aller maintenant sur les clients, les postes Windows 8. Voilà, je vais là-dedans, je tape CMD. Je vais ici, je fais un GP update /force. Donc GP
update slash force. Donc je vois qu'il est en train d'updater mes policies. Je vérifie maintenant que c'est bien activé, donc je fais un net sh branch cache show statut all. Alors on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Voilà, donc il nous dit que local caching set by group policies. Voilà. Voilà, donc j'ai relancé un petit GPSH force et puis là mon statut est running. Donc voilà, et là je vois le host cache SRV1. Donc il l'a trouvé tout seul, hein. J'ai pas eu besoin de lui dire puisque grâce au SCP. SCP qui permet à faire une recherche avec territory et rechercher le branch cache serveur. On va maintenant vérifier que tout ça fonctionne en mettant en place ce qu'on appelle le monitoring tools. Donc on va aller sur le serveur 1. Donc le serveur 1, donc je ne vais pas me tromper de serveur cette fois-ci. Voilà, c'est celui-ci. Et puis là, on va aller dans Tools. Et dans Tools, on va aller dans le Resource Performance Monitoring. Voilà. Dans le Performance Monitoring, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller supprimer celui qui existe. Voilà, en supprimant. Et puis on va aller venir ajouter tout ce qui est branch cache. Pour vérifier que les compteurs tournent au moment où je vais me connecter. Hein. Branch cache, je vais faire add. OK. Et je vais me changer, je vais mettre en mode report. Comme ça, je vais voir les valeurs qui vont changer. Je vais faire la même chose sur mon premier client. Donc je vais aller sur mon premier client. Mon Windows 8 qui est ici. Voilà. Et puis, je vais rechercher perfmon. Voilà. Et on va faire le même principe ici. On va aller dans Performance Monitor. On va supprimer celui-ci par défaut. Et puis on va aller ajouter le branch cache. N'oubliez pas que ceci, c'est pour vérifier que le branch cache fonctionne. Hein. Donc au moins là, si les valeurs changent, surtout ces valeurs-là ici, hein, quand il va aller discovery, en forme cache, ça c'est important que ce soit en route. On va se connecter maintenant sur mon deuxième client, puisque n'oubliez pas que le principe c'est quoi? C'est qu'à partir de du premier client, ça va être très long, puis le deuxième client, on va le charger à partir du moment. Alors là, c'est mon deuxième client. Si je vais dans command prompt admin et que je fais host name, vous verrez que c'est mon deuxième client. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc rajouter les monitoring, performance, perf monitoring. Voir également si au niveau des compteurs, il y a des informations qui me disent que le branch cache fonctionne. Donc on va toujours supprimer ça, on va être dans branch cache. Maintenant vous savez faire. Dans branch cache, je vais ici, je fais add, je fais OK et je mets en mode report. Très bien. On va maintenant aller sur le client 1, on va vérifier que tout ça fonctionne. Donc on va aller sur le client 1, ici. Et à partir du client 1, on va se connecter sur mon share. On va faire un run. Et puis on va se connecter sur le share. Alors, vous vous souvenez, c'était DC underscore. Alors, je ne sais plus si ça s'appelle DC, on va voir. J'ai un petit doute. Donc ça ne fait pas DC. Voilà, on vérifie comment il s'appelle. Voilà, donc là c'est mon contrôleur. Il s'appelle DC-Whatis. C'est sûr que je pouvais toujours chercher. Donc DC-Whatis. Et là j'ai document. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller copier les fichiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais les copier. On va prendre ça. On va prendre Internet Explorer et puis tout ça. On va faire un CTRL-C, copier. Et puis on va les coller ici sur le bureau. Donc là, évidemment, il met du temps, hein, puisque n'oubliez pas que j'ai mis une QoS policies qui limite à 100 kilobits. Donc là, on voit que
qu'il a pris un certain temps pour pouvoir se connecter. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a récupéré retrieve bit from server. Donc retrieve bit from server, il a récupéré les fichiers. Et puis il les a mis host cache en bit served. Bit served, voilà. Donc on voit bien qu'il les a mis sur donc le serveur. Alors, pour vérifier ça, on va aller sur le deuxième, sur mon Windows 8 ici. Alors je sais pas ce que ça fait ça là, mais j'ai dû me tromper tout à l'heure. Donc je vais aller supprimer ça et prendre le branch cache. Voilà. Donc à mon avis, j'ai pas dû le cliquer correctement. Branch cache, il est où? Il est là. Voilà, je fais add. Branch cache. Ah, c'est déjà mieux. Donc je vais mettre en mode report. Ok. Donc je vais aller maintenant sur ce serveur là. N'oubliez pas que c'est mon boss sur mon deuxième poste. Et puis je vais faire la même chose. Je vais faire un run. On avait dit dc-whatis. Je vais dans document. Et je vais également copier tout ça et le mettre ici sur mon bureau et faire un coller. Voilà, alors j'en ai l'impression que lui, il n'a pas récupéré mes informations, donc à mon avis, j'ai pas dû faire mon gp update /force sur celui-ci et je n'ai pas activé l'NTSH punch cache show statue all. À mon avis, je ne l'ai pas fait ici, je pense que c'est la seule solution. Donc on va faire un NTSH, on va vérifier ça tout de suite. NTSH branch cache show statue all. NTSH branch cache. Donc effectivement, si j'enlève le E, ça marchera mieux. Voilà. Donc voyons voir ce qu'il a dit. Voilà, running. Donc running hosted cache client. Set by group policies. Voilà. Donc là, on va essayer de refaire la même chose. Et voir si il y a des compteurs qui vont tourner. Voilà. Donc là, je vois qu'il fait un retrieve bits from server ici, SMB. Donc il les a récupérés à partir d'ici. Donc à mon avis, hop, si je recommence, hop là, je récupère tout ça et je mets ça là. Voilà. Ici. Donc là, il les a fait quoi? Retrieve, branch cache, file serve, non. Voilà, bits from cache. Donc on voit bien qu'il a récupéré à partir de cache les informations. Donc ça a été beaucoup plus rapide. Donc là, on voit bien que ça a bien fonctionné.